Très bien. Et ben aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre ici de l'école des Ponts, qui va nous parler. Alors, je ne sais pas si je vais m'avancer à traduire ton titre, Insensitizing Controls and Robustness of the Controls. Ok, bah, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'introduction. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un travail en collaboration avec Sylvain Hervédosa et Yannick Privat. Alors, ça concerne ce qu'on appelle la question du contrôle insensibilisant ou désensibilisant. Il y a les deux terminologies qui sont utilisées, donc on verra de quoi il en retourne plus tard. Et disons, l'originalité un peu de notre travail, c'est qu'on va voir ceci en fait comme étant une manière de rendre robustes des résultats de contrôle. Alors, évidemment, je vais préciser par la suite ce que j'entends par là. Alors, je vais commencer par une introduction, disons, un peu brève à la théorie du contrôle, puisque tout le monde n'est peut-être pas forcément familier, des EDP, essentiellement linéaires ici. Et je présenterai, disons, les questions donc, qui nous intéressent de contrôlabilité et de contrôle insensibilisant, qui a priori sont distinctes, mais on verra qu'ici, on essaiera de faire un peu les liens entre les deux. Dans un second temps, je présenterai donc des résultats de robustesse de contrôle par rapport à la variation de la frontière, puis des résultats de robustesse par rapport à la diffusion pour des équations de la chaleur, et je donnerai quelques perspectives en conclusion. Alors, donc avant de parler plus en détail de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais faire une brève introduction à la théorie du contrôle. Alors bon, qu'est-ce que la théorie du contrôle? C'est, disons, le but général, c'est d'agir sur un système dynamique. Donc, grosso modo, vous avez une équation d'évolution, y' égale f de yu, donc vous pouvez penser à plein de choses, hein, une EDO, une EDP, éventuellement on peut rajouter des retards, une équation de différence finie, enfin un peu tout ce que vous voulez. Donc, y, c'est l'état du système, hein, donc ça peut être une quantité physique, chimique, et vous voulez agir sur ce système à l'aide d'un paramètre u, le contrôle. Et évidemment, le contrôle, lui, vous pouvez le choisir comme bon vous semble. D'accord? Donc, pour pouvoir justement agir sur l'état du système lui-même. Voilà. Et donc, on veut agir sur ce contrôle, à l'aide de ce contrôle, pour assurer un certain nombre de propriétés. Alors, j'ai listé ici, grosso modo, trois classes de problèmes, alors qui ne sont pas vraiment indépendantes. Hein, on va dire, il y a un certain nombre de liens entre toutes ces questions, mais disons, d'un point de vue schématique, il y a trois grandes classes de problèmes. Le premier problème, c'est le problème dit de la contrôlabilité. Donc, pour toute donnée initiale, bon, pris dans un certain espace de fonction, je veux trouver un contrôle de telle sorte que, en un temps t strictement positif fixé, je puisse atteindre, disons, un état cible fixé au départ, qui aussi peut appartenir à une certaine classe un certain espace de fonction. Voilà. Donc, évidemment, il faut bien imaginer qu'au départ, le système va être bien posé, hein, si on fixe U. Donc là, en fait, disons, le fait de pouvoir choisir un contrôle, ça vous permet aussi de prescrire un état final. Ce qu'évidemment, on ne pourrait pas faire en général si on n'avait pas de contrôle. Hein. D'accord. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle du contrôle en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'a priori, vous fixez une stratégie de contrôle au départ qui ne voit pas vraiment des incertitudes dans le système. Donc, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse les ingénieurs, à vrai dire, mais disons que c'est la partie la plus théorique de la théorie mathématique du contrôle. Et il y a un certain nombre de liens avec les problèmes inverses, j'en donnerai par la suite. Alors, une deuxième classe de problèmes, c'est les problèmes plutôt de stabilisation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un contrôle U, alors qui, en général, ne dépendra que de l'état. Bon, il peut aussi éventuellement dépendre du temps. Voilà, donc là, de telle sorte, donc il va dépendre de l'état, et on va faire en sorte d'atteindre en temps infini, enfin d'approcher en temps infini un certain état, typiquement un équilibre zéro. Donc la question de la stabilisation, c'est de trouver une stratégie de contrôle pour stabiliser le système, par exemple à zéro. Donc là, il y a tout un tas d'applications, évidemment, en électronique, en mécanique des fluides, etc. Et c'est relié, en fait, à ce qu'on appelle l'automatique, donc une branche, disons, des sciences, enfin, ça serait le pendant un peu, donc nous, ce qu'on ferait, ça serait plutôt le pendant un peu mathématique de cette question, de ces questions d'automatique, où il y a tout un tas d'autres questions qui se posent, notamment des questions plus pratiques sur comment agir effectivement sur un système. Et évidemment, nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt se poser des questions mathématiques. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Oui, alors le point important ici, c'est que vous choisissez votre contrôle U en fonction de l'état. Donc, autrement dit, vous vous donnez des mesures et vous ajustez votre stratégie de contrôle en fonction des mesures que vous avez. Donc, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus robuste et qui est beaucoup plus utile en pratique, on va dire. Et enfin, une dernière classe de problèmes, c'est les problèmes de contrôle optimal, où vous allez avoir une sorte de... alors, vous allez vouloir faire deux choses, vous allez vouloir en même temps essayer d'approcher, disons, un état cible,
mais aussi de minimiser une certaine fonctionnelle de coût, alors qui dépend, disons, en général de l'état et éventuellement du contrôle aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi tout un tas d'applications en mécanique spatiale, en finance, etc. Voilà. Donc évidemment, là, c'est très schématique, hein, il y a beaucoup de liens entre ces trois notions. Et donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est plutôt ce que je fais moi. C'est-à-dire que je fais essentiellement de la contrôlabilité, un peu de stabilisation, et pas trop de contrôle optimal. Et par contre, ce dont on va parler aujourd'hui, ça sert essentiellement des résultats un peu théoriques de contrôlabilité. OK. Alors, donc justement, on va rentrer un peu plus dans les détails mathématiques. Ah oui, alors avant toute chose, je vais quand même vous présenter deux exemples types en théorie du contrôle, qui sont le contrôle de l'équation de la chaleur et le contrôle de l'équation des ondes, parce que ça va nous permettre d'expliquer un peu les phénomènes mathématiques en jeu pour ce type de problème. Alors, donc je vais regarder d'abord l'équation de la chaleur. Donc je me place sur un domaine bordé régulier grand oméga. Donc je regarde l'équation de la chaleur et je vais rajouter donc un contrôle U qui va être localisé, disons, sur un sous-ouvert oméga ou sur un ensemble de mesures strictement positives quelconques. Voilà, donc ce qu'on peut démontrer, même si ce n'est pas totalement évident, c'est les travaux des années 90 de Fursikov, Imelvilov, Lebor-Biano, en tout temps, pour toute donnée initiale dans L2, disons, pour tout oméga de mesure non nulle, on va pouvoir trouver un contrôle U de telle sorte qu'on puisse atteindre l'équilibre 0 en temps fini. D'accord? Donc évidemment, si vous ne faites rien en temps infini, votre système il va aller à 0. Et donc là, le contrôle me permet en fait d'atteindre 0 en temps fini. Alors les choses qui sont importantes ici, c'est ce que j'ai mis en rouge et en bleu. C'est vrai en tout temps, c'est vrai pour tout ouvert, mais par contre, je suis très restreint sur ce que je peux atteindre. Je peux atteindre 0. Alors en fait, je pourrais atteindre d'autres choses, mais en tout cas, je ne peux pas atteindre tout et n'importe quoi. La raison pour laquelle je ne peux pas atteindre tout et n'importe quoi, c'est parce que, comme tout le monde le sait, l'équation de la chaleur, ça régularise. Et donc, de toute façon, là où je ne contrôle pas, quoi que je fasse, je serai hyper régulier. D'accord? Donc, je ne peux pas, en tout cas, je ne peux pas atteindre n'importe quel état de L2 de oméga. Tout simplement parce que là où je ne fais rien, c'est hyper régulier. Voilà. Donc, ça, c'est typique des problèmes paraboliques. Vous avez, comme l'information se propage à une vitesse infinie, vous avez un résultat qui est vrai en tout temps. Comme vous vous propagez dans toutes les directions aussi rapidement que vous voulez, vous pouvez contrôler de n'importe où. Mais par contre, quand vous régularisez, vous ne pouvez pas atteindre n'importe quoi. Ça, c'est un premier type de problème un peu type. Alors, pour l'équation des ondes, par contre, la situation est complètement différente. Alors ça, c'est ce dont je parlerai par la suite. Hein. Je ne parlais pas du tout de l'équation des ondes, mais je vous présente ça juste pour, disons, un peu expliquer les phénomènes mathématiques en jeu ici. Alors, l'équation des ondes, voilà, donc plein de choses. L'équation des ondes, et je contrôle sur un petit sous-ouvert oméga. Alors, je vais prendre ouvert par contre ici, ça va me simplifier un peu la vie. Et alors là, les choses sont complètement différentes. C'est-à-dire que je vais avoir besoin d'un temps suffisamment grand. Je vais avoir des conditions géométriques sur mes ouverts pour avoir la contrôlabilité. Mais par contre, ce que je vais gagner, c'est que je vais pouvoir, si je pars d'un espace d'état, par exemple, qui est H0 pour L2, alors je vais pouvoir atteindre n'importe quel état H0 pour L2 à l'aide de mon contrôle. D'accord? Donc, alors la condition géométrique, je peux l'expliquer rapidement, c'est ce qu'on appelle la condition de contrôle géométrique. Tout simplement, vous tracez des lignes droites, vous rebondissez au bord selon les lois de l'optique géométrique. Si jamais il n'existe pas, donc si jamais il existe des rayons qui ne rencontrent jamais la zone de contrôle, vous n'êtes pas contrôlable. Tout simplement, ça c'est un peu ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'en haute fréquence, en fait, l'information se propage le long des bicaractéristiques généralisées qui ici sont des droites. Donc, grosso modo, si vous ne rencontrez pas la zone de contrôle, vous ne pouvez rien contrôler, puisque l'information se propage comme ça. Donc, en fait, la solution ne voit pas le contrôle en haute fréquence. Par contre, si vous finissez par rentrer dans la zone de contrôle, vous pouvez, à ce moment-là, vous pouvez agir et faire ce que vous voulez à la solution. Et voilà, donc en fait, grosso modo, le temps minimal pour contrôler, c'est le temps minimal qu'il faut pour chaque rayon de rentrer dans la zone de contrôle. Voilà. Donc ça, c'est juste pour illustrer vraiment les phénomènes différents qu'il y a pour le type d'équation. Voilà, donc grosso modo, les enjeux théoriques, c'est quoi? Donc comme je viens d'expliquer, il y a une part importante, c'est de comprendre la propagation de l'information dans vos équations. Donc si vous êtes hyperbolique, c'est dans toutes les directions à vitesse infinie. Si vous êtes, parabolique, si vous êtes hyperbolique, vous avez un certain nombre de contraintes sur le temps et sur les zones de contrôle. Bon, on peut aussi imaginer d'autres situations, par exemple des équations hypoélectriques où vous avez des conditions géométriques qui se rapprochent. Enfin, toujours dit que la manière dont l'information se propage, c'est crucial en théorie du contrôle. L'autre point crucial, c'est, comme j'ai expliqué, les effets régularisants. Donc, schématiquement, si vous avez conservation de l'énergie, vous allez avoir des résultats de contrôlabilité exacts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir atteindre à peu près n'importe quoi. Par contre, si vous avez des effets régularisants, vous allez avoir des grosses contraintes sur les états que vous pouvez atteindre, tout simplement parce que
pouvez pas atteindre des choses qui ne seraient pas suffisamment régulières. Une part importante de la théorie du contrôle est aussi reliée à la théorie spectrale et la géométrie spectrale. C'est-à-dire que l'asymptotique de Weyl et les phénomènes de concentration des fonctions propres, ça joue disons, un rôle crucial dans les propriétés de contrôlabilité d'un système, évidemment dans le cas où celui-ci est diagonalisable. Et un autre point important, c'est de comprendre la vitesse de groupe et la vitesse de phase de fonctions propres ou de paquets de fonctions propres. Donc, c'est aussi relié à la manière dont l'information se propage dans un certain sens, mais voilà. Donc, c'est ça aussi un peu. Donc, comprendre ça, obtenir des résultats un peu quantitatifs là-dessus, ça vous permet de pouvoir, dans un certain nombre de cas, obtenir des résultats de contrôle, positifs ou négatifs. Alors, dans le cas des systèmes couplés, ce qui va nous intéresser un peu par la suite, évidemment, il va y avoir une forte influence des termes de couplage sur les propriétés de contrôlabilité, notamment si vous contrôlez qu'une équation directement et que vous voulez essayer de contrôler ce qui se passe sur une autre équation, les termes de couplage, évidemment, vont jouer un rôle crucial parce que c'est ça qui va vous permettre, encore une fois, de propager l'information de la zone de contrôle sur toutes les composantes de votre système. Voilà. Alors ça, c'est plutôt pour la théorie linéaire. En ce qui concerne la théorie non linéaire, dont je parlerai très peu aujourd'hui, voire pas du tout, évidemment, vous avez tout un tas de techniques de linéarisation qui vous permettent d'avoir des résultats soit locaux, soit globaux, donc de type évidemment point fixe ou inversion locale, des choses comme ça. Mais des fois, ce n'est pas possible. C'est-à-dire des fois, vous linéarisez, le système linéaire n'est pas contrôlable. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez essayer, disons, de vous servir beaucoup plus de la non-linéarité pour essayer de contrôler. Donc, en fait, il y a tout un tas de cas où la non-linéarité aide beaucoup pour contrôler. Et donc, voilà, il y a toute une partie des techniques qui sont purement non linéaires. Vous allez vraiment essayer d'exploiter la non-linéarité. Voilà. Et donc, c'est quoi la boîte à outils du coup, pour étudier tous ces problèmes, c'est assez varié, évidemment. Donc, il y a de l'analyse fonctionnelle, de l'analyse des EDP, évidemment, mais aussi de la théorie spectrale, de l'analyse harmonique, micro-locale, etc., etc. L'analyse complexe aussi et d'optimisation. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour présenter un peu, disons, globalement, quelles sont les questions qu'on se pose, quels sont les outils mathématiques dont on a besoin. Voilà. OK. Alors, on va passer maintenant à, disons, la théorie linéaire du contrôle. Donc, je vais avoir besoin d'un certain nombre de résultats d'analyse fonctionnelle que je vais rappeler pour la suite de l'exposé. Alors, certains qui sont assez simples et d'autres qui sont un peu plus évolués, comme on le verra. Alors, quelle est la première question qu'on va se poser? C'est la question de la contrôlabilité à zéro, qui est ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'équation de la chaleur, que j'ai rappelé ici. Alors, donc, on va se mettre dans un cadre abstrait de la forme y' égale AY plus BU. Donc, A, c'est un opérateur linéaire. Bon, on va prendre qui génère un semi-groupe, typiquement. Donc, vous pouvez, par exemple, penser au Laplacien, ce qu'on vient de regarder, l'équation de la chaleur. B, c'est l'opérateur dit de contrôle. Donc, ici, dans mon exemple, B, ça serait l'indicatrice de petit oméga. Et U, c'est le contrôle. Voilà. Vous faites en sorte que le système soit, disons, bien posé quand Y et U sont fixés. D'accord pardon, quand U est fixé, quand Y0 est fixé. Voilà. Donc, la question qu'on va se poser ici, c'est la question de la contrôlabilité dite A0, que j'ai présentée tout à l'heure. Pour toute donnée initiale, vous avez un contrôle U qui emmène le système à l'équilibre 0 en temps grand T. Alors, quel est l'intérêt de ceci? C'est que, une fois qu'il arrive en temps grand T, si vous enlevez votre contrôle, comme 0 est un équilibre du système, vous restez à 0. D'accord? Donc ça, c'est une manière d'emmener le système à 0, et après, une fois que vous ne faites plus rien, il y reste. Okay, c'est un des intérêts de la contrôlabilité à 0. Ce résultat, cette question, donc une question qu'on se posera par la suite, elle a un énorme défaut, c'est que c'est un problème d'existence. Quel que soit x0, trouvez U. Et en maths, on n'aime pas du tout les problèmes d'existence. Ça supposerait de sortir du chapeau quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reformuler à l'aide d'une propriété plutôt d'unicité. Donc, autrement dit, on va se ramener à démontrer une inégalité, et ça, en tant qu'analyste, on préfère. Okay, donc, en fait, je vais ramener ce problème d'existence à un problème d'unicité. Alors, j'expliquerai en détail comment après, parce que je vais en avoir besoin un peu par la suite. Donc, ce que je prétends, et je le démontrerai tout à l'heure, c'est que la contrôlabilité à 0, pour mon système contrôlé, c'est équivalent à ce qu'on appelle l'observabilité en temps final pour un système adjoint. Alors, deux points importants. Le premier point important, c'est qu'évidemment, vous regardez ici la dynamique adjointe, vous avez changé A en A étoile. Le deuxième point important, c'est qu'il n'y a plus de contrôle. D'accord? Là, il n'y a plus de contrôle. Donc ça, c'est une vraie EDP. C'est un truc qu'on aime bien étudier tous les jours.
Mais par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on veut démontrer, c'est une inégalité de ce type-là. Grosso modo, vous voulez contrôler ce qui se passe en temps final par une constante fois ce qu'on appelle l'observation. L'observation qui est donc l'intégrale entre 0 et t de b étoile z au carré dt. Voilà. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'observer mon système sur 0t croix petit oméga, et à partir de là, je vais essayer de reconstruire ma donnée finale. Donc, c'est pour ça que je parlais de lien avec les problèmes inverses. On voit que là, en fait, on se ramène à un problème inverse qui serait reconstruire la donnée finale à l'aide d'une observation sur 0t croix petit oméga. Voilà. Donc, vous voyez que c'est typiquement un problème d'unicité. Hein. C'est un problème d'unicité parce que pour l'équation de la chaleur, par exemple, si ceci vaut 0, z de grand t vaut 0, et si z de grand t vaut 0, unicité rétrograde, z0 vaut 0. C'est une question donc on se ramène en fait à une question d'unicité. Voilà. Et voilà. Et donc là, à partir de là, évidemment, d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus. Alors évidemment, j'ai rien dit à ce stade-là. Je n'ai pas dit comment démontrer ça, mais au moins, d'un point de vue mathématique, c'est plus simple, disons, de comprendre comment étudier, enfin, comment démontrer une égalité. C'est ce qu'on aime faire, en tout cas, en tant qu'analyste. Voilà, donc évidemment, il y a tout un tas après de manières de démontrer ces inégalités, les inégalités de Karlemann, enfin, des principes d'incertitude, des techniques spectrales, enfin voilà. Alors, il y a une autre question un peu plus faible, qui est la question de la contrôlabilité approchée. Alors, c'est le même cadre abstrait, y' égale AY plus BU. Et donc, la question que je me pose, c'est, disons, la question suivante, qui est a priori plus faible que la précédente. Je voudrais, pour toute donnée initiale, pour toute donnée finale dans le même espace d'état, disons, pour tout epsilon, je voudrais réussir à faire en sorte de trouver un contrôle qui permette d'approcher mon état cible que je n'arrive pas à atteindre exactement, typiquement, à epsilon près. Donc, d'où le terme de contrôlabilité approchée. Je peux pas, on peut imaginer par exemple que pour l'équation de la chaleur, je ne peux pas le faire de manière exacte, enfin, pour les raisons de régularité que j'ai rappelées précédemment. Mais par contre, on peut le faire de manière approchée à epsilon près, ça c'est vrai. Bon, et dans ce cas-là, on a une reformulation équivalente, même système adjoint. Et donc, ce que je prétends, c'est que la contrôlabilité approchée, c'est équivalente à ce qu'on appelle le prolongement unique. Donc, ça, pour le coup, est quelque chose qui est très étudié en maths, en analyse des EDP. Et donc, la question de prolongement unique, c'est, grosso modo, si je vaux 0 sur 0t croix petit oméga, est-ce que je vaux 0 partout? Autrement dit, est-ce que Z0 vaut 0 et est-ce que Z vaut 0 partout? Voilà. Bon, ça, pour l'équation de la chaleur, c'est très simple. L'équation de la chaleur, c'est analytique en temps. Donc, de toute façon, on peut s'en sortir assez facilement ici par les arguments d'anélicité. Par exemple, pour l'équation de la chaleur, cette propriété est vraie. Okay. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que. Alors, je vais rentrer en détail de la preuve de ces équivalences. Alors, c'est de l'analyse fonctionnelle complètement basique de niveau M1. Par contre, je vais avoir besoin de versions un peu plus compliquées après. Bon, comme j'aurai besoin de versions compliquées, je pense que c'est bien d'expliquer là ce qui se passe pour justement comprendre. Parce qu'après, je vais avoir besoin, disons, comme j'ai regardé les systèmes couplés, j'aimerais bien pouvoir mixer les deux choses, c'est-à-dire faire de la contrôlabilité approchée pour une composante et exacte pour l'autre, à 0 pour l'autre. Et donc, je pense que c'est important de bien comprendre ces arguments de dualité. Alors, donc, comme je l'ai expliqué, c'est très simple. C'est vraiment de la liste fonctionnelle de niveau le plus basique possible. Alors, je prends l'espace de Hilbert. Alors, on pourrait prendre des manières réflexives, ça marcherait à peu près pareil. Je prends A et B des opérateurs linéaires continus sur H. Alors, par simplicité, parce que je n'ai pas envie de mettre des indices aux normes dans toutes les lignes, H, ça sera le domaine et le codomaine, mais on pourrait mettre H1, H2, ça ne changerait rien. Ce que j'appelle R, c'est l'image d'un opérateur et N, le noyau. Alors, premier théorème, entre guillemets, l'image de A est incluse dans l'adhérence de l'image de B, c'est seulement si le noyau de B étoile est inclus dans le noyau de A étoile. Donc ça, évidemment, c'est trivial, vous passez à l'orthogonale. Alors, par contre, il y a une version un peu plus quantitative de ça, qui est ce qu'on appelle M de Douglas. Alors bon, qui a été écrit proprement en 1966, mais on peut bien imaginer que c'était venu bien avant, qui est plutôt une inclusion des images maintenant. Donc, ce que je prétends, c'est que l'image de A est incluse dans l'image de B, si et seulement si, grosso modo, je peux contrôler A étoile Z par B étoile Z. Alors, évidemment, la propriété 2 est strictement plus forte que la propriété 1. Si B étoile Z vaut 0, A étoile Z vaut 0. Donc, si B étoile Z vaut 0, A étoile Z vaut 0. Donc, en fait, ça, c'est une manière de quantifier ça, si vous voulez. Alors, application en théorie du contrôle. Je reprends mon système précédent. Et je fais un principe de superposition.
YT égale AY plus BU, je vois ça comme étant quelque chose qui dépend que de la condition initiale, donc autrement dit le semi-groupe, plus quelque chose qui dépend que de U à Y égale 0. Voilà, donc je décompose en deux. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ma solution, c'est le semi-groupe plus la dépendance par rapport au contrôle. Et je vais appliquer ça, tout simplement. Donc, STY0, c'est E puissance T à Y, si vous voulez. Y0, c'est le semi-groupe. Donc, l'adjoint, c'est le semi-groupe adjoint. Quand vous faites ça pour le contrôle, vous pouvez vous rendre compte que l'adjoint, c'est cette quantité-là. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est exactement l'observation. Et donc, je crois, alors je ne sais même pas si j'ai mis autre chose derrière. Oui, voilà. Donc, la preuve est là, de l'équivalence entre la contrôlabilité approchée et le prolongement unique. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux que ma solution soit proche d'un état cible à epsilon près. Mais vous voyez que ici, le Y1 est quelconque dans l'espace d'état. Le STY0, a priori, appartient à un ensemble plus petit. Donc, en fait, ça, je peux l'appeler Y2 et ça ne change pas la généralité de la question. D'accord? Je suis en train de dire de manière pédante que l'application qui a Y0, Y1 associe STY0 plus Y1 est surjective dans mon espace d'état. Donc, autrement dit, ça, je peux le remplacer par Y de quelconque. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, comme ça doit être vrai pour tout epsilon, je suis en train de dire que l'image de FT est dense dans mon espace d'état. Bon, alors ça, je peux le réécrire sous la forme précédente, celle-là. Donc, dire que quelque chose est dense, c'est dire, grosso modo, que H est inclus dans l'adhérence de l'image. Hein. Bon, évidemment, c'est égal, donc ça inclut. Donc, ça revient à dire, bon, d'une autre manière, ça revient à dire que le noyau de l'adjoint est dense, et pardon, l'adjoint est réduit à 0. Autrement dit, que le noyau de cet opérateur-là est réduit à 0, et c'est exactement le prolongement unique. D'accord? Je peux dire B étoile Z égale 0. Évidemment, le fait de grand T, ça ne change rien, puisque je travaille sur 0 T. OK. Alors, pour la contrôlabilité à 0, ça marche pareil. Je veux que la solution vaille 0 en tant que grand T. Donc, je décompose par le principe de superposition. Je passe ça de l'autre côté. Je remarque que l'image de moins ft et l'image de ft, c'est la même chose. Donc, en fait, je demande que l'image de ft soit inclue dans l'image de ft. Et j'utilise le M de Douglas. Donc, je reformule ça sous forme d'un problème adjoint, ici. Et ensuite, je réécris qu'est-ce qui vaut quoi. Et je me remarque que j'ai exactement ce que je voulais. D'accord? OK. Donc, ça, c'est complètement basique. Mais je préfère le rappeler parce que maintenant, je vais faire. Donc, voilà. Donc, grosso modo, hein, ce qui est important, c'est ça. Et voilà. Donc, on le fait par des arguments de problème adjoint. Alors, pourquoi je voulais faire ça en détail? Parce que maintenant, je vais m'intéresser à quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est la question suivante. C'est-à-dire que maintenant, je vais supposer que mes opérateurs ils sont à valeur dans un espace produit. D'accord? Donc, il faut imaginer qu'on a deux composantes. Hein, OK? Donc, on a une première composante A1, 2, B1, B2. Donc, dans la tête, il faut penser à un système couplé. D'accord? Il faut imaginer que ça, c'est une EDP couplée. Ou ça, par exemple, c'est une équation de la chaleur couplée avec une autre équation de la chaleur. Et par ici, le contrôle, il peut agir sur une équation ou l'autre, ou les deux à la fois. Enfin, on ne sait pas trop. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser exactement la même question, mais en faisant quelque chose d'exact d'un côté et d'approché de l'autre. D'accord? Donc, ce que je veux faire, c'est trouver un H2 de telle sorte d'avoir A1, H1 égale B1, H2. Donc, ça, c'est juste dire, grosso modo, que l'image de A1 est incluse dans l'image de B1. D'accord? Mais en plus, je veux que, grosso modo, l'image de A2 soit dense dans l'image de B2. Mais par contre, ce qui est absolument crucial, évidemment, c'est que comme je travaille sur le système couplé, je veux que ça soit le même H2 qui réalise les deux objectifs. Donc, grosso modo, je veux un truc mixte où, sur une composante de l'EDP, je contrôle de manière exacte, et sur l'autre composante de l'EDP, je contrôle de manière approchée. Et je vais réécrire ça, tout ça sous forme abstraite, analyse fonctionnelle dans des espaces de Hilbert, ou dans des banards réflexifs. Bon, alors de manière étonnante, ça n'a jamais été fait. Alors, il y a une condition nécessaire, évidemment, c'est que si je sais le faire avec un H2 qui est le même pour les deux, je sais le faire avec un H2 qui est différent. OK? Donc, une condition, évidemment, nécessaire, c'est dire j'ai, entre guillemets, contrôlabilité à 0 ici, donc j'ai mon inégalité d'observabilité. Et comme je sais le faire de manière exacte, je sais le faire de manière approchée. Donc, ici, je peux mettre un epsilon. Ici, je peux mettre un epsilon. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que l'image de A étoile est dense dans l'image de B. OK? Donc là, encore une fois, une autre condition nécessaire, c'est d'avoir une sorte de prolongement unique. Donc là, j'écris juste le prolongement unique, en fait. Là, je suis juste en train d'écrire B étoile Z égale 0 implique A étoile Z égale 0. Okay. Donc évidemment,
Là, ce que je suis juste en train de dire, c'est que si je sais faire deux choses séparément, je sais le faire avec le même H2, quoi. Bon, donc, mais la question, c'est est-ce que ça, c'est suffisant ou pas pour assurer que on puisse choisir le même H2. Évidemment, le point crucial, c'est de pouvoir choisir le même H2 pour faire les deux. Parce qu'évidemment, je prends le même contrôle pour essayer de contrôler les deux équations. Bon, il s'avère que ce n'est pas suffisant comme on pouvait s'y attendre, hein, parce que ça a l'air d'être un problème plus dur quand même de prendre le même contrôle pour faire deux choses différentes. Donc ça, j'ai un contre-exemple explicite. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que je suis capable de donner une CNS pour ça, par contre. Et donc la CNS est la suivante. Donc, si je veux faire ce truc mixte là, exact d'un côté, approché de l'autre, c'est juste nécessaire suffisant de faire la chose suivante. Donc, d'abord, ça, c'est la même condition nécessaire que précédemment, c'est-à-dire j'ai une sorte d'inégalité d'observabilité sur le premier sous-système, et j'ai une sorte de prolongement unique un peu bizarre sur le second système. Alors, le prolongement unique est le suivant. Si B2 étoile H5 peut s'écrire comme limite de choses de la forme B1 étoile YN, alors A2 étoile H5 peut s'écrire comme limite pour n plus infini de A1 étoile YN, évidemment le YN étant même ici et là. Okay, donc ça, évidemment, c'est plus fort. C'est strictement plus fort que ça. Hein. Parce que là, ça serait prendre des suites constantes. Okay, donc là, j'ai compris comment rendre suffisant ma condition nécessaire, en fait. Pour la rendre suffisante ma condition nécessaire, il ne faut pas que j'ai une égalité, mais il faut que j'ai des limites. Okay, alors, le problème de ça, c'est que bah, je ne sais pas comment le vérifier en pratique. C'est un très beau critère abstrait. Peut-être ça plaira aux gens qui font des étoiles algèbres, j'en sais rien, mais pour nous, en tout cas, ça ne servira à rien. Je me suis posé la question de comment avoir un critère simple pour faire ça. Et donc, le critère que j'ai trouvé, le suivant, c'est qu'évidemment, quand on travaille avec des limites, on a beaucoup envie de, comment dire, c'est assez raisonnable de vouloir travailler avec des complétés d'espace, d'accord? L'avantage des complétés d'espace, c'est qu'après, bon, c'est assez naturel de vouloir, disons, compléter, par exemple, avec une norme issue de BA étoile, et d'espérer que ce truc-là, dans l'espace complété, que je puisse l'écrire comme étant un truc de prolongement unique précédent. Simplement parce qu'il n'y a plus de limite, en fait. La limite, elle reste dans l'espace, et donc j'ai pas de souci. Donc, effectivement, c'est le cas. Donc, je vais supposer quand même une hypothèse très forte, dont je ne sais pas enlever, d'ailleurs, qui est, je supposais que B est grosso modo l'image dense, n de B étoile égale 0. Je fabrique de manière abstraite un espace complété, qui est grosso modo l'observation, croît le même espace. Donc ça, en fait, c'est très proche de ce qu'on fait avec la méthode Hume, par exemple. Donc ça ne sort pas de nulle part. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu la théorie du contrôle. Donc, bon. Donc, grosso modo, à partir de mon observation, je crée un espace abstrait grâce à l'observation sur la première composante. Et ce que je dis juste, c'est que si l'extension, évidemment, qui existe par continuité, l'extension de B étoile à cet espace est encore injectif, alors j'ai gagné. Okay. Donc là, et ça, l'avantage, c'est que c'est quand même un peu plus simple à manipuler en pratique, comme on le verra par la suite. Je vais vous montrer un exemple explicite. Voilà. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir d'ici? Si je veux avoir un résultat, disons, mixte, contrôlabilité approchée, contrôlabilité exacte, ce qu'il faut que je fasse, c'est avoir une égalité d'observabilité sur la partie entre guillemets exacte et avoir un résultat de prolongement unique sur un espace abstrait étendu par complétion de la norme d'observation, un résultat de prolongement unique. Voilà. Donc au moins, l'avantage de ce résultat-là, c'est que ça vous donne une méthode un peu systématique pour étudier ce type de problème mixte. Et à ma connaissance, en fait, ça n'a pas vraiment été fait jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de méthode robuste pour étudier les problèmes de contrôlabilité mixte. On voudrait faire quelque chose d'exact d'un côté et quelque chose d'approché de l'autre. Alors, moi, je ne connaisse pas sur la littérature, mais bon, en tout cas, ça ne me dit rien. OK. Alors maintenant, je vais passer à la question du contrôle insensibilisant ou désensibilisant. Alors, à quoi ça sert? Ça sert grosso modo à traiter des incertitudes de mesure dans des EDP où il y a des données, disons, inconnues. Donc, typiquement, données initiales, données au bord, coefficients, etc. Alors, donc je me donne, disons, une EDP contrôlée, et cette EDP dépend d'un certain paramètre P inconnu. Et je vais me donner une fonctionnalité d'observation, c'est-à-dire que je vais observer mon système quelque part. Et ce que je voudrais, c'est que cette observation ne dépende pas trop du paramètre inconnu. Parce que j'aimerais bien pouvoir observer quelque chose, mais j'aimerais bien que ça soit robuste par rapport à mon paramètre inconnu. Voilà, donc grosso modo, d'un point de vue mathématique, ce que je suis en train de dire, c'est que je prends ma fonctionnelle, je la suppose dérivable par rapport à mon paramètre, et je vais faire des petites perturbations de mon paramètre autour d'un point fixé. D'accord? Donc, autrement dit, je regarde la dérivée à l'ordre, je regarde des perturbations à l'ordre 1 de ma fonctionnelle, donc qui sont juste, finalement, donc regardez des dérivées.
bon, éventuellement directionnelle ici. Et je veux que la dérivée par rapport à taux de ce truc-là vaille 0. Donc taux est évidemment en paramètre de perturbation. D'accord? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle donc, du contrôle désensibilisant ou insensibilisant. Je veux rendre insensible ma fonctionnelle d'observation par rapport à une perturbation inconnue. Donc c'est quelque chose qui a été introduit par Jacques Millons en 89. Et a priori, donc, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'a priori, ça n'a rien à voir avec un résultat de contrôlabilité. A priori. Ça n'a rien à voir. OK? Ça s'appelle contrôle insensibilisant, mais on pourrait appeler ça autrement. Il n'y a pas de contrôle. Enfin, il y a un contrôle là, mais il ne sert pas à faire de la contrôlabilité à quelque chose. Hein. OK? Il sert juste à insensibiliser une fonctionnelle. Voilà, et donc ce que je vais faire ici, c'est grosso modo coupler les deux notions. Autrement dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter des résultats de contrôlabilité de l'équation de la chaleur, mais qui sont en plus robustes par rapport à des petites perturbations, robustes au sens où ils vont insensibiliser alors soit des fonctionnels, soit, on verra après autre chose à la fin, mais voilà. Donc autrement dit, je réinterprète cette question de contrôle insensibilisant, qui a priori n'est pas une question d'amener quelque chose à zéro, mais qui est juste une question d'insensibiliser une fonctionnelle. Je le réinterprète comme étant, je veux contrôler un système, mais je veux en plus que ce contrôle soit robuste. Et ça, a priori, ça n'avait pas trop été regardé comme point de vue. Donc je vais expliquer ça en fait sur l'équation de la chaleur essentiellement, dans deux cadres précis. Et donc le premier cas, c'est le cas de la frontière. Alors, je vais faire un dessin. Alors, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais regarder. Donc mon paramètre inconnu, ça va être grosso modo le domaine lui-même. OK? Donc il faut imaginer que vous avez un domaine de référence, oméga 0, et donc vous regardez l'équation de la chaleur sur ce domaine. Alors, l'équation de la chaleur, un point important, je mets un terme de source ici, mais je ne mets pas de condition initiale. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de pourquoi, mais il y a une raison à ça. Alors, on va prendre des notations cohérentes. H. Voilà, donc là, je contrôle grosso modo sur phi oméga. Et ce que je vais regarder, par contre, c'est une fonctionnelle qui est grosso modo, donc je vais observer en fait la solution de mon équation, l'énergie, autre part. Autre part, disons que j'observe ici. Okay, c'est ce que j'appelle O, donc là, c'est la fonctionnelle. Alors, je les fais tout de suite s'intersecter parce que ça sera le cadre dans lequel je me passerai par la suite. Donc, je suppose qu'ils s'intersectent. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais perturber mon domaine de référence. D'accord? Donc, je suppose que j'ai un domaine de référence et je vais appliquer des difféos, donc des choses de la forme identité plus taux fois V, où V est un champ de vecteur dans Rn. Et taux est un petit paramètre. Bon, évidemment, si on prend taux suffisamment petit, ceci est bien un difféo. Et donc, grosso modo, vous pouvez voir ça essentiellement comme une déformation de la frontière, d'accord? Du point de vue de ce que nous, on veut faire. C'est-à-dire que, grosso modo, vous déformez légèrement la frontière. Évidemment, donc l'avantage de ce genre de perturbation, c'est qu'elle préserve la topologie. Okay, si votre domaine est connexe, il reste connexe, simplement connexe, c'est pareil. Pour des petites perturbations, en tout cas. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc regarder la même équation, évidemment, posée sur cette chose perturbée, et je vais justement essayer d'insensibiliser cette fonctionnelle-là. D'accord? Donc là, je regarde comme perturbation donc des petites perturbations du domaine, donc de la frontière, et je me pose les questions suivantes, donc qui sont les questions d'insensibilisation dont je venais de parler. C'est-à-dire que pour la fonctionnelle, alors GH de Y, c'était donc l'intégrale entre 0 et t, l'intégrale sur oméga, sur O, pardon. Voilà, donc je me pose des questions d'insensibilisation par rapport à la frontière. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, je veux que mon observation soit insensible à des petites variations de la frontière. Alors, je vais donner trois notions différentes. Exact sur un sous-espace et approché. Donc exact, comme on s'y attend, c'est ce que j'avais annoncé au départ. C'est-à-dire on garde n'importe quelle perturbation possible, n'importe quel champ de vecteur possible. Et je veux que la dérivée directionnelle le long de taux soit égale à 0. Une notion un peu plus faible, c'est de ne pas regarder les champs de vecteurs dans W infini, mais de les regarder dans un sous-espace vectoriel, qui sera en fait de dimension finie ici, bon, parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Et la dernière notion, donc évidemment ça c'est plus faible, hein. Et la dernière notion, c'est de le faire de manière approchée, avec CM3. Alors pourquoi j'ai besoin de ces trois notions? Tout simplement parce que celle-là sera fausse. Et donc à partir du moment où elle est fausse, il faut quand même bien que je fasse quelque chose. Donc du coup, voilà.
J'en ai deux autres, par contre, qui seront vrais. Voilà. OK, donc il faut imaginer qu'il y a voilà, disons, trois notions que j'ai mises ici, grosso modo, une plus forte que les deux autres. Alors, donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais reformuler cette question, d'accord? Parce que bah, là, posé comme ça, c'est pas hyper simple. Donc reformuler cette question, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire, grosso modo, je calcule cette dérivée et je regarde ce que ça donne. OK? Et donc en faisant ça, alors pour faire ça, j'ai besoin de coupler mon système. Alors, je vais me soulever comme un pied. Non, par contre, je vous donner une brosse. Ah, là. Donc, grosso modo, vous prenez votre équation de la charge de base, et évidemment, comme je. Bon, c'est là où il faut un peu comprendre l'esprit du truc. Je veux rajouter quelque chose, je veux rajouter de la sensibilisation. Donc, du coup, en fait, je dois rajouter de l'information dans mon équation. Et donc, la manière de rajouter de l'information dans l'équation, c'est de la coupler. D'accord? Donc, je vais coupler ça avec une équation rétrograde. Donc là, qui vient en fait du calcul de la dérivée de forme de la fonctionnelle, en fait, hein, essentiellement. Voilà, et donc ce qui se passe, c'est que c'est ceci qu'on obtient. Alors, phi 0 égale 0. Voilà. Donc attention, c'est l'équation rétrograde, donc je me donne une condition finale. Donc en fait, le système qui va m'intéresser à la fin, et ce qui va permettre de reformuler mes questions, c'est ce système-là. Voilà. Alors, quelque chose qui va jouer un rôle fondamental par la suite, c'est que j'ai un principe de superposition, d'accord? Comme j'ai présenté tout à l'heure. Donc grosso modo, vous avez quelque chose qui dépend du terme source. Donc lui, évidemment, il est fixé une bonne fois pour toutes, c'est pas en touché. Donc ce qui est en vert, c'est imposé, la nature vous l'impose. Par contre, ce que vous avez le droit de choisir, c'est la partie en rouge, d'accord? Le contrôle, vous choisissez en rouge. Alors, j'ai mis des zéros, donc on va mettre des zéros. Voilà. Alors, et donc ce qui se passe, c'est qu'en calculant les dérivées de cette fonctionnelle-là, on se rend compte que la question revient à la suivante. Donc en fait, c'est des questions de contrôle, mais hyper non standard. Très très non standard en fait. Donc la sensibilisation exacte, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que, évidemment, tout se passe au niveau de la frontière, hein, ça c'était une grande surprise. Donc je regarde ce qui se passe à la frontière et je demande de trouver un contrôle, de telle sorte que l'intégrale entre 0 et t de 0n y0 et 0n q0 vaut 0. Donc là, il faut faire le calcul et se rendre compte que la reformulation, c'est ça. Quand vous voulez le faire sur un sous-espace, bon, bah, évidemment, vous faites la même chose que là, mais vous projetez sur un sous-espace. Ça vous rajoute quoi? Ça vous rajoute, grosso modo, vous prenez une base de votre sous-espace et vous testez sur chacune des éléments de la base. Et cela dit, ça dépend que de la trace au bord de ce qui se passe. Et évidemment, de manière rapprochée, bah, vous réécrivez ça, mais de manière rapprochée. Là, il n'y a pas trop de surprise. Alors, pourquoi je dis que c'est non standard? Alors, déjà, c'est non standard parce que ce n'est pas du tout les mêmes questions de contrôlabilité exacte que je me suis posé au départ. D'accord? Je ne dis pas y de grand t vaut 0. Je dis l'intégrale entre 0 et t de quelque chose au bord vaut 0. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus global, en fait. Hein. Je ne m'intéresse pas que à ce qui se passe au temps final. J'ai besoin d'avoir une propriété vraie sur tout l'intervalle de temps, enfin, en tout cas, d'intégrer sur 0 t. Et alors, l'autre chose qui est pénible, c'est que je suis parti d'un système linéaire. Mais par contre, la question de contrôle que je me pose, elle n'est pas linéaire. C'est binaire. OK? C'est-à-dire que là, j'ai des problèmes binaires à résoudre. Alors ça, c'est quelque chose de très désagréable. Ce qui est très désagréable, c'est que, évidemment, tout ce que j'ai raconté au départ ne marche plus. Puisque ce que j'ai fait au départ, mes histoires d'observabilité, etc., bah, c'est de la théorie du contrôle linéaire. Donc là, en fait, là, on perd tout un tas d'outils pour pouvoir étudier ce type de problème. Donc c'est pour ça que je dis que c'est non standard. Parce que voilà, même si au départ tout est linéaire, les questions qu'on se pose sont des questions en fait intrinsèquement non linéaires. OK. Alors, donc, première chose déjà, pourquoi la sensibilisation exacte ne marche pas? Alors ça, c'est assez simple, je vais juste expliquer rapidement. C'est juste des questions de régularité. Donc ce que je prétends, c'est que le premier truc, c'est-à-dire l'insensibilisation exacte, ce truc-là, c'est faux. Ça ne marche pas. Alors c'est un argument de type Baire. C'est un argument de type Baire. Je raisonne par l'absurde. Je suppose que je suis arrivé à ce que je voulais. Je fais mon principe de superposition. Et ensuite, je vais choisir un terme source un peu. Grosso modo, je vais choisir un terme source de telle sorte que, grosso modo, ce qui se passe au bord, pour ce terme source, ça soit de régularité limitée. Donc c'est pour ça que j'existe un règlement type Baire. C'est-à-dire, je vais faire en sorte, par exemple, que la régularité au bord, ça soit C3 et pas C4. Ou C1 et pas C2, enfin, on s'en fiche un peu. C'est de régularité limitée. Alors, pourquoi c'est important, ça? Alors, j'ai oublié de dire quand même quelque chose d'important, c'est que pour mon argument-là, oméga doit être fortement inclus dans oméga 0. OK? Le petit oméga ne doit pas toucher le bord.
Donc, grosso modo, j'ai deux parties. J'ai la partie en xi, j'ai la partie en yxi, qxi, qui est, elle, de régularité limitée. Et j'ai la partie en YH, QH, qui, elle, par contre, est C infini au bord, simplement parce que j'ai l'effet régularisant de la chaleur et que je ne touche pas le bord. Bon, et quelque chose vaut 0. Et donc là, on sent bien qu'il va y avoir un souci, d'accord? C'est-à-dire, grosso modo, ce que je suis en train de dire, c'est que je... Donc évidemment, c'est quadratique, quand même, mon truc non linéaire. Hein. Donc l'avantage du truc quadratique, c'est qu'on peut se rappeler de ce qu'on a fait au lycée, et notamment de B au carré moins 4AC. Donc je me rappelle de B au carré moins 4AC. Je vois ça comme étant... bah ça, je dis quoi? Je dis que grosso modo, il y a une partie constante A1 qui est qui dépend du contrôle, donc qui est partie qui est C infini. J'ai un A0 C infini, et le G qui est grosso modo quelque chose relié à la trace au bord de ce machin-là, qui est de régularité limitée. Je résous et je remarque que G, bah, ça peut valoir que ça ou ça. Et donc, il est censé être C infini. Et il ne l'est pas, puisque j'ai choisi de régularité limitée. Donc là, c'est vraiment un argument de régularité très simple. Hein. Bon, de fait, c'est un truc qu'on n'avait pas vu quand on a commencé à étudier ces problèmes en 2017. On n'avait pas bien réussi à faire ça, mais voilà. Donc c'est très raisonnable. C'est juste dire, encore une fois, c'est encore l'effet régularisant qui vous met dedans. Quoi. Voilà. Comme pour la contrôlabilité exacte. Alors évidemment, une fois qu'on a ça, on ne va pas s'arrêter là. On va bien comprendre les autres problèmes. Alors, et donc c'est là où je vais faire exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire rendre robuste des résultats de contrôle. C'est-à-dire, ce que je prétends, c'est que si je peux faire en sorte, disons, de trouver un contrôle qui soit un contrôle approché pour le problème de départ, d'accord? Un contrôle approché au sens où j'atteins une cible en grand T à epsilon près, mais qui soit aussi robuste au sens qu'il va epsilon désensibiliser ma fonctionnelle, d'accord? Donc c'est bien l'idée de j'ai un résultat de contrôle que je rends robuste. Et pareil pour ici, si je prends un terme source ici qui est contrôlable, il en existe, donc je suppose que mon terme source est contrôlable, à 0 en temps grand T, alors je peux rendre ce contrôle robuste à des perturbations de ma fonctionnelle, d'accord, enfin de mon domaine. Okay, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc, soit je fais de la epsilon décentralisation et du epsilon contrôle approché, soit je fais de la epsilon décentralisation et du contrôle à 0. Okay. Et donc, vous voyez que ici, c'est exactement le type de problème mixte que j'ai présenté dans ma partie un peu abstraite d'analyse fonctionnelle. C'est on fait un truc approché d'un côté et un truc exact de l'autre. Alors, il y a une partie simple et une partie dure. La partie simple, c'est la première. Alors, la remarque principale est la suivante, c'est que pour qu'un produit AB soit petit, il suffit que A et B soient petits. Donc, ça, c'est pas trop dur. Donc, je suis en train de dire quoi? Je vous rappelle que le problème de contrôlabilité approchée, c'était dire ça de plus petit qu'epsilon. Hein. On va dire que ça se plus petit qu'epsilon, il suffit que chacun des deux soit plus petit qu'epsilon, racine d'epsilon, et c'est gagné. Voilà, donc là, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai un problème linéaire qui est pénible, mais je me ramène un problème linéaire. C'est-à-dire que ça, vous voyez que c'est rien d'autre que la norme L2 au carré de quelque chose. Donc en fait, ça, maintenant, ça devient vraiment un truc linéaire. Donc, je peux refaire tous mes arguments de vérité que je vous ai présentés, alors je ne vais pas les refaire en détail là, mais je peux ramener ça à un problème de prolongement unique, qui est le suivant. Je regarde un système couplé qui est grosso modo l'adjoint de celui-là. Alors, avec des données au bord, alors il est aussi relativement non standard celui-là. Donc, vous avez des données en bord, et vous avez une donnée initiale ici, mais par contre, vous n'avez pas de donnée initiale ici, ça c'est important. Et ce que je dis, d'ailleurs, non, c'est peut-être même pas important ici, mais c'est pas grave. Donc, ce que je dis, c'est que je ramène la question à un problème de prolongement unique, et bon, je ne vais pas détailler, mais ça, c'est assez simple à démontrer, d'accord? C'est-à-dire, ce que je dis, c'est que si psi vaut 0 sur 0t croix oméga, alors tout le monde est nul. Psi et phi sont nuls, et donc les données au bord sont nulles, et donc la donnée initiale est nulle. Voilà, donc ça, pour le coup, c'est complètement standard. C'est-à-dire, je reformule avec mon outil habituel d'analyse fonctionnelle le problème en un problème de prolongement unique standard. Alors, par contre, ce qui est non standard, mais que je ne vais pas expliquer en détail ici, parce que je le ferai après. Attends. Oui. Je reviens là. Ici est nul. Alors attention, vous allez avoir besoin d'une couleur. Ça veut dire que phi est nul. Je vais avoir besoin d'une couleur. Sur oméga. Ça veut dire que Alors, phi est nul sur un. Si psi est nul sur l'intersection. phi est nul sur intersection. Phi est nul sur intersection. Et donné au bord. Avec données au bord. Mais on est nul partout. Donc il suffit juste d'avoir des. Enfin, grosso modo, une fois que tu as des bons
enfin, une fois que tu es bien posé dans des bons espaces, c'est bon. Parce que c'est local, le prolongement unique. Donc, grosso modo, je suis zéro partout à l'intérieur, mais comme je continue dans un certain espace, en fait, je peux étendre jusqu'au bas. C'était pas toi l'important de l'article. Il y a quelqu'un qui d'embêter vachement avec les rapports. Vous ne voulez pas voir, peut-être c'est vrai cette histoire, mais bon, c'est assez raisonnable. Le prolongement unique, c'est local. Alors, si tu veux zéro là, tu t'étends jusqu'à l'endroit où tu sais que c'est infini, et puis bon, bah, s'il y a un problème au bord, de toute façon, c'est quand même il existe un espace de Sobolev dans lequel tu es continu. Donc, de toute façon, si c'est nul partout, c'est nul jusqu'au bord. Et après, tu déroules le reste. On est d'accord? Mais évidemment, voilà, donc évidemment, point crucial, tout ceci tombe complètement en l'air si oméga, petit oméga et O ne s'intersectent pas, ça tombe en l'air dès l'étape 0, d'accord? C'est-à-dire psi égale 0 sur 0t fois oméga, donc. Tu vas dire, on ne sait pas répondre à cette question quand on ne sait pas répondre à ce problème de prolongement unique s'il ne s'intersecte pas. Et en dimension 1, c'est pire que ça, en dimension 1, on sait trouver les exemples où c'est pas vrai. Donc, bon. J'évite soigneusement de parler du cas où ça ne s'intersecte pas. On sait dire quelques petits trucs, mais en tout cas, on ne sait pas résoudre ce problème de prolongement unique. Alors, le deuxième problème, je vous rappelle, hein, c'est faire la même chose, c'est-à-dire je suppose que mon xi, je peux l'amener à 0 en temps compté, et je voudrais rajouter la LCM de sensibilisation. Donc là, je vais utiliser mon lemme de Douglas mixte, d'accord, le truc que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire une inégalité d'observabilité plus un problème de prolongement unique étendu. Alors, je ne vais pas le présenter en détail ici parce que c'est un peu pénible, je le ferai après pour la diffusion. Donc, je me demande si je ne vais pas carrément sauter ce truc, en fait. Ouais, je vais le sauter pour gagner un peu de temps. Voilà, je le reprends en détail exactement cet argument pour la diffusion. Ok, alors, dernière chose, je peux rajouter aussi, si je veux, donc là, vous voyez, je rends encore robuste encore par rapport à autre chose. Je peux aussi rendre ça robuste par rapport à la désensibilisation par rapport à l'espace de dimension finie. Okay, alors là, c'est un peu plus simple. Disons enfin, comment dire, non. C'est pas complètement évident parce que là, je ne peux pas me ramener à quelque chose de linéaire. Je suis obligé de travailler vraiment au niveau non semi-linéaire, enfin au niveau quadratique. Et alors, je pense que je vais passer cette preuve. C'est dommage, elle est jolie, mais je n'ai pas le temps de tout raconter là, donc je vais les passer. Bon, c'est une preuve qui, grosso modo, bon, il faut regarder les quadriques, quoi. Grosso modo, donc bon, on va passer ça. Voilà, je vais présenter un dernier problème, alors, qui est un problème assez similaire. Je prends mon équation de la chaleur, et ici, le paramètre inconnu, c'est la diffusion. D'accord? Donc, je suppose que sigma est inconnu. Et alors, évidemment, je vais quand même faire en sorte que ma diffusion soit strictement positive, donc je rajoute un 1 là, et puis je le fais varier autour de 0 localement. Voilà. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, bon, c'est approximativement contrôlable et contrôlable à 0 sans problème, à sigma fixe. Et donc la question que je vais me poser, c'est plus vraiment du contrôle insensibilisant ici, dans le sens où il n'y a plus vraiment de fonctionnel. Mais par contre, ce que je vais vouloir faire, c'est faire du contrôle insensibilisant. Enfin, ce que je vais vouloir faire, c'est faire de la robustesse par rapport à la donnée finale. D'accord? Donc qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire en sorte de avoir, disons, un résultat de contrôle approché pour cette équation. Donc ça, c'est archi connu, on sait faire. Mais par contre, ce que je vais demander, c'est qu'il soit robuste par rapport à des perturbations de sigma. D'accord? Donc autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir approcher de près ça, mais en plus que la endpoint map, l'application sortie ici, soit robuste par rapport à une variation du paramètre. Donc ça, c'est quand même une question assez naturelle. C'est-à-dire, j'ai une stratégie de contrôle, mais éventuellement, ma diffusion peut varier un petit peu. Mais donc, ce que je demande là, c'est que grosso modo, si ma diffusion varie un peu, au moins à l'ordre 1, le Y sigma de grand T ne varie pas. Donc, autrement dit, là, j'ai vraiment un vrai résultat de robustesse. Dans le sens où, à l'ordre 1, je suis robuste par rapport à des petites déformations de mon sigma. Voilà. Donc ça, a priori, que je sache, c'est une question qui n'a jamais été regardée. Même si c'est une question assez naturelle. Et donc, en fait, ça va grosso modo. Donc là, vous voyez, encore une fois, enfin, non, on ne le voit pas encore, on va le voir tout de suite. C'est exactement comme tout à l'heure. Je vais pouvoir reformuler ça grâce à un système couplé. Alors, comment je reformule ça grâce à un système couplé? Ici, c'est très simple. Je vais dériver ça par rapport à sigma. Donc, grosso modo, formellement, je dérive ça par rapport à sigma. Il n'y a plus de condition initiale, il n'y a plus de contrôle. Et ici, j'ai récupéré juste ça. Et puis, il doit y avoir un truc couplé qui apparaît quand même. Voilà, il y a un terme couplé quand même. Il n'y a plus de contrôle. Par contre, il y a du. Pardon, excusez-moi, je dérivais par rapport à sigma. Il n'y a plus de contrôle, mais par contre, il reste, évidemment,
Il reste l'état. Et comme je prends sigma égale 0, hein, ça vire le sigma. D'accord? Donc voilà. Donc ma question qui est de dire je veux contrôler à 0 et je veux instantibiliser par rapport à ça, je me ramène à la question suivante. Je veux contrôler ça à 0 et je veux faire du contrôle approché là. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai présenté tout à l'heure avec mon lemme de Douglas mixte. Hein. Alors, il y a des trucs que j'ai mis en rouge et en vert. Oui, donc c'est un système couplé en cascade, d'accord? J'ai, comme tout à l'heure, hein, le contrôle est juste là. Ça, c'est le terme de couplage en laplacien. Et il y a quand même un point important, c'est que comme j'ai ici, je pars de 0, d'accord? Donc je ne pars pas de n'importe quoi. Voilà, donc il y a des choses qui m'aident et il y a des choses qui ne m'aident pas. Alors, bon, le 0 soit ici, en fait, ça ne m'aide pas trop, mais par contre, que ça soit en cascade, ça m'aide pas mal. Tout simplement parce que ça, on voit directement que c'est un résultat de robustesse, d'accord? C'est-à-dire, si j'ai pas ça, j'ai juste un résultat de contrôle. Mais si je contrôle les deux à la fois, le fait de rajouter un truc couplé, je vois ça comme étant de la robustesse. Vous voyez ce que je veux dire? On voit bien dans ce type de reformulation qu'on c'est vraiment des résultats de robustesse où on rajoute, et vous voyez, grosso modo, si vous voulez rajouter la robustesse par rapport à autre chose, bah, vous allez rajouter des équations couplées. Quoi. Donc en fait, vous regardez les problèmes de contrôle de plus en plus compliqués, mais éventuellement mixtes. Et donc c'est ça quand même la grande nouveauté, c'est qu'on fait un truc mixte. D'accord? C'est-à-dire, la première composante, je fais du contrôle approché, et la deuxième composante, je la mets de 0 à 0. OK? Puisque je veux que mon endpoint map, je veux que la dérivée par rapport à sigma ça, je veux que ça soit égal à 0. Et ça, évidemment, c'en a un autre que j'appelais jet de Ganté. D'accord? Donc, lui, il va de 0 à 0. Et le premier, il est approché. Alors, encore une fois, je vais avoir besoin d'adjoints, parce que je vais faire tourner mes élèves de Douglas, oui. Tu veux que ça soit vrai partout. Ça. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une fonctionnelle. C'est pas une fonctionnelle. Hein. C'est pas la normale 2 de Y. C'est pas une fonctionnelle. C'est pas une fonctionnelle. Effectivement. Ce n'est pas une fonctionnelle, je veux que ça soit vrai. Ah, cela dit, ça revient à dire que la normale 2 vaut 0. Hein. Si tu as envie de te ramener une fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. Je passe à l'adjoint. Enfin, je pose de bons problèmes adjoints, parce qu'évidemment, passer à l'adjoint, ça suppose de regarder, encore une fois, Douglas en détail. Donc, le bon problème adjoint, c'est quoi? C'est, bon, évidemment, ici, je passe à l'adjoint formel. Alors, les trucs importants, c'est que... oui, alors j'ai deux choses, j'ai deux données initiales, d'accord? Une donnée initiale là, une donnée initiale là, elle aurait dû être en rouge, celle-là. Voilà. Alors, je vais avoir besoin quand même de décomposer mon problème, c'est-à-dire je vais avoir besoin de regarder que ce qui se passe pour la dépendance en phi 0, à un moment ou à un autre. Donc, j'ai le problème adjoint complet, et j'ai un problème adjoint où ici, je ne prends pas de cette condition initiale. Alors, on va voir pourquoi tout de suite. Alors, ce que je prétends, donc ça, il faut faire les calculs. Alors, ce que je prétends d'abord, c'est que je vais renverser Y et Z pour être dans le formalisme que j'ai expliqué au tout début. C'est-à-dire exact pour la première et approché pour la deuxième. Je pense que c'est ça que j'avais fait. Voilà. Donc, j'en fais pareil, principe de superposition. Donc, A2, c'est le Y quand il n'y a pas de contrôle. A1, c'est le Z quand il n'y a pas de contrôle. B2, c'est moins Y quand il n'y a pas de condition initiale. Et B1, c'est moins Z. Donc, je fais un principe de superposition. Donc, je fais deux principes je fais un principe de superposition. Et chacune des composantes, je les décompose selon la première composante et la deuxième composante. Voilà. Et donc, ce que je prétends juste, c'est que ma question maintenant, c'est la suivante. Faire du contrôle exact sur la première composante, faire du contrôle approché sur la seconde, mais avec le même contrôle. Avec le même H. OK? Et donc, c'est exactement mon cas de tout à l'heure. OK? Donc là, bah, je calcule mes adjoints. Alors, évidemment, l'adjoint de A étoile, c'est psi. Alors, psi, je vous rappelle que c'est la première composante. B étoile, c'est l'observation. C'est psi de grand T moins T fois 1 oméga. A1 étoile, donc c'est pour ça que j'avais besoin de mon état, c'est que A1 étoile, c'est celui-là, où il n'y a pas de psi 0. C'est normal, je fais un principe de superposition, une fois de plus, hein, entre psi 0 et phi 0. Et B1 étoile, pareil, c'est le état. Voilà. Alors, on peut vérifier. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que mon système, il vérifie le prolongement unique, OK? Ça, je peux le démontrer. Donc, il vérifie aussi l'observabilité, parce qu'il est contrôlable à 0. Enfin, la contrôlabilité est contrôlable à 0 sur la première composante, enfin, sur la deuxième composante. Si je regarde que ce sous-système-là, c'est contrôlable à 0. Donc, maintenant, la seule question qui me reste à faire, par rapport à ce que j'ai expliqué au départ, c'est l'argument de prolongement. Et ça va se faire avec du Karleman. Donc,
Donc là, alors ça, par contre, c'est complètement en fait. C'est hume, grosso modo, d'une certaine manière. Donc, ce que je fais, c'est que je pose une norme, qui est la norme de l'observation, mais sur le état là. Donc, ça, prétend que c'est une norme, c'est facile, hein, puisque c'est exactement ce que me dit la contrôlabilité à 0. Je regarde l'espace complété. Je regarde et je regarde l'extension de B étoile à cet espace complété qui est continu, et je voudrais que mon prolongement unique reste vrai. Voilà comment ça marche. Vous faites bon, vous prenez une estimation de type Karlemann, donc qui sont des estimés, disons, de prolongement unique à poids, enfin d'observabilité à poids. Donc ce que je prétends, c'est qu'en bidouillant un peu les équations, j'arrive à démontrer ce type de choses. D'accord? Donc j'ai d'un côté la partie en état et d'un côté la partie en psi-état. La partie en psi-état, bah, c'est ce qui reste dans mon équation, donc c'est ce qui dépend que de la deuxième composante. Donc lui, il a une équation bien posée. Donc grosso modo, ce que je suis en train de prétendre, c'est que l'intégrale entre 0 et t de ça fois ma solution est plus petite en fait que ma norme d'observation. Le temps que là, c'est psi moins état. Ou état moins psi, je ne sais pas, alors j'en sais rien, c'est. Au milieu. Oui, ici. C'est psi ou phi? Ah, Et- pardon, état tilde, c'est. Bah, il suffit d'aller retourner en arrière. Je me suis peut-être trompé, hein. Non. C'était psi, non? Bon, état, plutôt. Oui, c'est psi moins état, puisque j'enlève le. C'est ça, j'enlève le terme. En fait, ce que je suis juste en train de dire, c'est que ma solution, je la décompose en état plus état tilde. État égale ce qui dépend de phi 0 et état tilde ce qui dépend de psi 0. Voilà. Et donc, ce que je prétends, c'est que j'ai cette inégalité-là. Et là, j'ai gagné. Alors, c'est un peu subtil, mais grosso modo, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai une inégalité à poids singulier qui m'embête en 0. Donc, je m'éloigne de 0. Et ce que je viens de dire, c'est que je viens de faire un truc d'analyse fonctionnelle abstrait. Je viens de dire, bah, ça c'est vrai. Donc en fait, une fois que je me suis élevé à 0, j'ai un prolongement continu en fait de mes solutions dans L2. Tout simplement parce que j'ai cette inégalité-là qui est vraie. Donc en fait, même si mon espace de données initiale est hyper moche, je ne le connais pas, il vit dans un truc abstrait hyper moche, une fois que je me suis éloigné de la donnée initiale, il est dans L2. Et bah voilà, je t'ai dit. Je suis dans L2 en dehors de T, donc je peux réappliquer mon argument de prolongement unique classique dans L2 en fait, pour des solutions classiques en fait, tout simplement parce que bah, en fait, l'endroit où il y a le problème, c'est-à-dire l'endroit où j'ai étendu mon espace, c'est que la donnée initiale, mais une fois que je m'en suis éloigné, je suis devenu hyper régulier, quoi. Donc là, je peux faire retourner, je peux utiliser mes arguments de prolongement unique standard et dire que je vaux 0 partout sur T' croix T', T, quoi. Mais comme T' est, comme T' est arbitraire, je peux redescendre jusqu'à 0 et je peux dire que je vaux 0. Voilà. Donc, bah, voilà. Donc, en fait, on voit que c'est une méthode quand même bah, assez générale et assez simple. Et en fait, qui est très proche des trucs de théorie du contrôle habituel. Hein, je veux dire, dans tous les papiers de contrôle, tout le monde, enfin, tous les gens qui ont fait de la théorie du contrôle, à un moment ou à un autre, utilisaient ce type d'argument, quoi. Qui est de dire, je regarde l'observation, je l'étends sur un certain espace, gna, 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 voilà. Et donc là, bah, je réutilise en fait ces idées-là, mais je les fais dans un cadre beaucoup plus abstrait. C'est-à-dire que je peux faire ça en fait. Donc, j'ai un cadre général de type thème de Douglas qui me permet de comprendre que c'est exactement ça qu'il faut faire et pas autre chose, quoi. Et puis je vais m'arrêter là. Hop, merci. Il y a des J'ai une question qui est sans doute, mais quand tu regardes derrière, quand tu fais tes perturbations avec la diffusion, pardon, ici tu peux faire tout ça parce que c'est des perturbations qui sont linéaires. Si tu as une petite perturbation, c'est plus sigma avec un petit truc qui soit moins dérivé mais non linéaire. Bah, non, ça va marcher, parce que de toute façon, je regarde ce qui se passe en sigma et 0. Enfin, je sais pas, il faut regarder la tête que ça va à la fin. Ouais, donc je pense que tu. Je pense qu'on peut faire alors, bon, là, j'ai pas un cas hyper simplifié, mais on pourrait aussi imaginer qu'au lieu de prendre sigma, je prenne une diffusion différente sur chaque. Enfin, que je fasse un truc à isotrope, ça marcherait pour tout petit. Et faire des trucs, il faudrait regarder ce que ça donne, tout simplement. Sachant qu'à la fin, je prends sigma égale 0. Hein, donc, oui, c'est vrai que. j'aurais tendance à dire que ça ne change pas trop. Ouais. Alors, je peux mettre une fonction f de sigma qui vaut 0 en 0, ça risque de ne pas changer grand-chose. Ouais, d'accord. Je pense. Ouais.
Et en plus de ça, voilà, je peux rajouter ici, je peux mettre sigma, je peux mettre Laplacien dans chaque direction, mettre un sigma. Je veux dire, c'était sigma, y dx, sigma y carré. Ah, pardon, avec un truc semi-linéaire. Ouais. Enfin, non, même pas semi-linéaire. Pas semi-linéaire, mais pas aussi, Ouais. pas autant de dérivés que. Enfin, Ah, vous semi-linéaire déjà. alors, ouais, je sais pas. Faudrait regarder. Ah, mais oui, tu te. Enfin, Semi-linéaire, on a envie d'y croire. oui. Mais ça, c'est pas clair, c'est pas hyper clair. Mais Non, oui, non, on a envie d'y croire. Mais c'est pas hyper clair. Enfin, localement, on a envie d'y croire. Oui, oui, pardon. Mais bon, je sais pas. Bon, là, c'est un exemple joué si tu veux, mais donc là, ça fait partie des perspectives que j'ai mises. C'est-à-dire, on peut essayer de faire plein d'autres trucs. Enfin, là, je présente un exemple particulier, mais on pourrait s'imaginer par rapport au potentiel, par rapport à plein d'autres trucs, quoi. Mais, oui. Enfin, que je sache, personne n'a jamais vraiment regardé ça. Donc là, le champ des possibles, il est infiniment dénombrable, quoi. Oui, est-ce que tu peux en dire plus? Tu as dit que vous aviez des résultats un peu passés dans le cas où oméga intervient. Ah, était, alors, mince, c'est dommage, je les ai pas dans les slides, là. Alors, je sais faire de l'insensibilisation, mais pas avoir ça comme un résultat de robustesse, si tu veux. Je vais faire la partie que en sensibilisation. Alors, pourquoi? Alors, c'est assez simple à expliquer. Faut juste que je... Voilà, alors, la raison mathématique est la suivante. Si, donc, je me pose le même résultat, la même question de conjoint unique, mais j'enlève cette contrainte-là, d'accord? Parce que je ne veux pas faire de la contrôlabilité approchée. Et donc, en fait, quand je fais les arguments de dualité, ça revient à enlever la donnée initiale ici. Et si j'enlève la donnée initiale ici, je sais faire le conjoint unique. C'est un peu magique, mais j'arrive à faire. Dans ce cas-là, j'arrive à le faire, disons, sans l'hypothèse que. Mais il y a un moment ou un autre, je ne me rappelle plus très bien. Mais il y a un moment ou un autre, il y a un truc qui marche. Enfin, il y a un truc un peu magique qui marche. J'arrive à dire quelque chose. Je ne me rappelle plus comment ça marche exactement. C'est dommage, j'avais un beau dessin qui expliquait ça, mais bon, je ne l'ai pas, je l'ai pas là. Mais voilà, il y a un truc, voilà. Et par contre, le fait de mettre un petit T là, de mettre une position initiale quelconque, ça met tout là. Bon, c'est un argument, évidemment, c'est un argument d'énergie qui nous fait gagner. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un truc qui est nul de manière un peu magique et voilà. Donc, pour la notion de feedback aussi, les gens ont cherché des feedbacks qui étaient robustes par rapport à certaines perturbations. Par exemple, c'est pour ça qu'on fait le PI, enfin, le terme intégral. Et que ça a été étudié aussi pour. Pas que je sache. Alors, ça, c'est une excellente question. Alors, déjà, j'aimerais bien comprendre, est-ce qu'on peut reformuler la question de la même manière? Déjà, c'est la première question que je me pose. J'ai l'impression que oui. C'est-à-dire, je regarde un système, Y' égale A moins BKY, mais il y a un paramètre inconnu, par exemple, dans le A, je mets un A sigma. Donc, je voudrais stabiliser, mais je voudrais aussi stabiliser la dérivée par rapport à sigma. Donc, du coup, in fine, je vais ramener à stabiliser un système couplé. Ouais, moi, j'aimerais bien, on avait un peu discuté avec Amaury, mais ouais, moi, j'aimerais bien penser à des trucs comme ça. Alors, par contre, il faudrait être sûr que, enfin, bon, il faudrait quand même vérifier auprès des automaticiens si ça a un intérêt quelconque pour eux ou pas. Oui, généralement, les gens essaient de perturber aussi pour ça que l'état d'équilibre est changé. Ah. À ce moment-là, on veut construire un feedback qui fait que l'état d'équilibre reste zéro, mais à ce moment-là, la structure du feedback est différente. On rajoute un terme intégral. On ne reste pas avec KY. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Okay. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, mais ça, c'est pour changer l'état d'équilibre. Ça, je me rappelle. C'était l'histoire de mots-clés. Ça, je me rappelle bien. Je ne sais pas. Non, pour être honnête, je ne sais pas, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'il serait raisonnable d'aller explorer des choses dans cette direction-là aussi. Oui. Mais voilà, mais ici, c'est quand même là, on ne traite que des perturbations infinitésimales. Hein, c'est quand même ça qu'il faut voir. Alors, bon, je sais pas, après, oui, il y a quand même autre chose que j'ai dit, c'est que je traite des trucs infinitésimaux, mais bon, là, on imagine bien, enfin, ça se voit assez bien, je pense, sur le truc de diffusion, mais j'insensibilise à l'ordre 1, d'accord? Mais si je dérive 45 000 fois, j'insensibilise à l'ordre 45 000. Hein. Je peux le faire, hein, sans aucun problème, ça pose aucune difficulté mathématique. Et donc, à partir de là, on arrive vraiment à quelque chose, enfin, je veux dire, là, du coup, la top map, elle est vraiment plate. Donc là, ok, localement, enfin, bon, je veux dire, localement, je n'ai fait que sensibiliser localement autour d'un truc, mais comme je l'ai rendu plat avec autant de dérivés que je veux plat, on imagine bien qu'on commence à être vraiment robuste. Donc voilà, je sais pas, ça c'est une question que je me pose, est-ce que effectivement, coupler ça avec de la stabilisation, est-ce que ça peut donner des trucs robustes? Ouais, ça j'aimerais bien me lancer là-dedans. Ouais.
Oui. C'est maintenu pour le carnet non normé. marche pareil. Si tu veux, à partir du moment où B est admissible, la question, si tu veux, c'est quand est-ce qu'est vrai quand est-ce que je peux faire ça? Et ça, bah, alors, si l'opérateur de contrôle est admissible, le B1 et B2, ils sont B de S de T, enfin, l'admissibilité te donne le fait que, en fait, je travaille tout le temps dans un cadre borné ici. Parce que, comment dire, le B qui est là, c'est pas l'opérateur de contrôle, d'accord? Dans mon étant, je veux dire, dans mon truc abstrait de type Douglas. C'est écrit là. J'applique Douglas à B étoile Z de grand T moins T. Mais ça, c'est forcément un opérateur borné parce que je prends B admissible. L'admissibilité est faite pour que ça soit borné. Donc en fait, donc oui, je peux traiter des B admissibles dans mes problèmes de contrôle parce que ça sera toujours des opérateurs bornés au niveau du lemme de Douglas. Donc ça, réponse numéro 1. Réponse numéro 2, même si l'opérateur ici n'est pas borné, Jean-Michel, dans son livre, il explique qu'on peut traiter quelques petits cas non bornés. Alors, préférez faire attention parce que c'est pas tout le temps vrai, du Douglas dans le cas non borné. Mais par exemple, si on imagine qu'on n'est pas. Alors, c'était quoi ta situation? Un cas où tu n'es pas admissible parce que tu sors de l'espace, disons, par exemple, ouais, c'est ça. Tu prends un contrôle au bord F2 pour la chaleur, mais tu ne te places pas dans la -1, tu te places dans F2 pour les conditions initiales. Du coup, instantanément, tu sors de l'espace d'état. Et dans ce cas-là, tu peux refaire la même chose exactement. Donc, bon, il y a des cas où on va pouvoir faire dans le cas non borné. Vas-y. Vas-y. Alors, si tu prends un problème semi-linéaire, alors, on sait que, voilà, de telle manière que, par exemple, donc si tu en public, mais il peut y avoir plusieurs solutions au système elliptique associé, hein, sans contrôle. C'est-à-dire que je suppose que, je ne sais pas, c'est Y moins Y3, un truc comme ça. Donc, tu as plusieurs solutions. Alors, on sait que si tu prends une solution instable, il y a des solutions qui sont stables, des solutions qui sont instables. Si tu prends une solution instable, si tu pars, alors la contrôlabilité exacte, si tu pars pas trop loin de cette solution instable, tu peux la ramener avec un contrôle, ça c'est le contrôle, enfin, tu linéarises et Ok. tu peux ramener le système à la solution instable. Ok. C'est une sorte de stabilisation de la solution instable grâce à un contrôle. Alors, est-ce que ça peut être insensibilisé aussi par rapport à des données? Voilà, c'est une question. Non, je te pose. Tu n'as pas dû expliquer ça, mais Non. dans les perspectives. Qui a fait ça d'ailleurs? Ce dont tu parles? Je crois que c'est plusieurs personnes. Enfin, je sais pas. Enfin, ça, c'est le truc. Enfin, moi en particulier. Ah, bah, ils ne sont pas modestes, Jean-Pierre. Ok, bah, on ne peut pas tout connaître. Hein. Non, mais il n'y a pas que. Pas obligatoirement que. C'est. Voilà. Ok, non, ça, oui, ça peut être intéressant aussi. Mais je ne peux pas te répondre comme ça. Je sais pas du tout. Non, je sais que je ne pas répondre, mais. Mais cela dit, on a un résultat semi-linéaire. Alors ça, j'en ai pas parlé parce que c'est un travail d'avant, c'était pas un travail là, mais on a travaillé là, mais on a un résultat semi-linéaire aussi, mais qui est un peu moins bon que ce que j'ai présenté là. On peut faire de la sensibilisation aussi par rapport au domaine dans les cas semi-linéaires, tout simplement parce que la méthode habituelle marche en fait. On fait du théorème de point fixe, le calcul théorique. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à regarder là-dedans aussi. Peut-être pour terminer. Il y a Mario qui avait une question aussi. D'accord, voilà, après. Ok. Il y a une petite question en ligne sur la question que tu as dit. C'est à quel point ces approches sont-elles directement applicables à la système physique industriel? Ah bah alors là, à partir du moment où on parle de contrôlabilité, je ne suis pas bien sûr que ça soit applicable. Après, si on va plutôt sur les questions de stabilisation, sûrement, peut-être.
Après, c'est pas bon, je connais pas évidemment grand-chose aux approches industrielles, mais enfin l'idée de regarder plutôt ce que disait Jean-Michel, c'est l'idée de regarder de la stabilisation, c'est que là pour le coup il y a vraiment, enfin comment dire, enfin, c'est peut-être pas moi qui vais y arriver tout seul, mais peut-être qu'en mettant des contacts avec des gens qui sont disons un peu plus proches de la vraie vie, peut-être qu'on peut en tirer quelque chose, oui. Tout simplement parce que la stabilisation, enfin bon, il y a des moyens raisonnables de faire la stabilisation, je veux dire, ça marche, les avions volent. Donc après, il y a des vrais gens qui ont réfléchi à ça, je veux dire, c'est pas que nous les mathématiciens. Hein. Donc sûrement qu'il y a moyen aussi enfin, bon, voilà, il y a sûrement moyen de faire des choses applicables, voire appliquées avec ça. On peut payer quelqu'un pour nous trouver un exemple. Et on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup. Non.